Donc, c'est ravi de vous... Peut-être serait-il ouvert? Si. Très près. Donc, voilà. C'est un peu bizarre. Donc, ravi de vous retrouver si nombreux cet après-midi. Alors, l'association pour le prix Walter Benjamin a une toute petite histoire, mais elle a déjà une tradition. Cette tradition consiste à ce que le lauréat de l'année précédente s'entretienne avec les lauréats de cette année. Et en l'occurrence, donc, Michael Levy, lauréat 2020, va maintenant s'entretenir avec nos lauréats de cette année, Georgine Duverman, Christine Breton et Sylvain Mastradi. Je lui laisse la parole pour 45 minutes. Il sait que les temps sont comptés. Bien. Donc, j'ai surveillé ma montre. Et donc, je vais poser 3 petites questions. Et c'est surtout nos amis qui vont s'expliquer. Et je vais suivre l'exemple de Bruno Taquet. Je vais d'abord répondre moi-même à ma question. Hein. Bon, mais vraiment 30 secondes. Alors, ma première question, merci, c'est comment avez-vous découvert l'œuvre de Walter Benjamin? Alors, je réponds moi-même. J'ai découvert l'œuvre de Walter Benjamin il y a très très longtemps, vers 1978, au cours d'une recherche sur les affinités électives entre messianisme juif et utopie libertaire. Et ensuite, grâce à une rencontre avec Gershom Scholem à Jérusalem en 1978, donc c'est à partir de ça que j'ai entré dans la piste, dans le chemin Walter Benjamin, dont je ne suis pas sorti encore. Voilà. Bien, alors je ne sais pas dans quel ordre, alphabétique ou je ne sais pas. Bon, on va commencer par vous. Hein? Bien. Donc, comment vous avez rencontré, découvert l'œuvre de Walter Benjamin? Alors, cher monsieur et chers vous tous et toutes, je voulais simplement vous expliquer comment je vais répondre, parce qu'on n'est pas obligé de répondre toujours de la même manière. J'ai composé 3 petits récits pour répondre à ces 3 grandes questions. Voilà. Le premier. Nous, les conservateurs du patrimoine, venions de découvrir, grâce aux artistes Victor Burgin et Catherine Beaugrand, le texte de Walter Benjamin sur la photographie. Et je le relisais régulièrement en train, dans la collection Médiation, un livre de poche, compagnon, corné, usé. Je le relisais souvent, pour une bonne raison, je comprenais rien. Rien. Langue inconnue, tout en ayant cette certitude qui donnait du bonheur, et qui me donnait du bonheur, il parlait juste. Certitude joyeuse de l'importance du pistage, du déchiffrage à faire. Certitude déjà ressentie face au carré blanc de Manevitch, commenté par Maurice Bessé, patron du musée dans lequel nous étions conservateurs, dans les années 70, là où nous grandissions. J'ai répondu? Parfait. Je n'ai pas mangé du temps, hein? Non. S'il vous plaît. C'était normalement, non? Peu importe. Est-ce qu'on parlait de l'ordre alphabétique? Ah oui, pardon. Les dames d'abord, très bien. Je crois que c'est un des points communs à Christine Martine, notre éditrice, et moi-même. On a découvert Walter Benjamin à travers cette section de la photographie. Mais ce moment de découverte de Walter Benjamin, qui était extraordinaire et effectivement un peu déboussolant aussi, pour moi c'est presque un peu anecdotique. C'est quelque chose que j'ai découvert dans le cadre de mes études. J'étais jeune étudiant en philosophie, je faisais de la photographie et je voulais travailler sur la photographie. Un professeur m'a dit il faut lire La petite histoire de la photographie et l'œuvre d'art a l'air de sa reproductibilité technique. Mais ce ne sont pas les textes qui ont le plus compté pour moi, et j'ai l'impression que ce qui compte pour moi, c'est pas vraiment ce premier moment, mais c'est les retours à Benjamin. Voilà. Et la découverte successive de certains textes, et leur relecture. Et pendant longtemps, le texte qui a été le plus important pour moi, c'est son essai sur les affinités électives de Goethe. Mais ça, j'en parlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure. Mais il y a eu un moment de choc, tout de même, j'en ai parlé déjà un petit peu hier soir, quand je travaillais avec Christine à Marseille et que nous explorions la périphérie nord, ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille, et que, à travers des promenades, Christine nous apprenait à regarder cette ville et à comprendre son histoire et à refaire l'histoire de la
ville de Marseille à partir du nord, c'est-à-dire la partie la plus moderne. Et c'est à cette époque que j'ai découvert le texte Faubourg, qui est le dernier texte de la petite série de 10 textes que Benjamin a publié en 1928 sur Marseille, ces petites images de pensée. Et j'ai été frappé, là pour le coup, par l'actualité de ce texte. C'est-à-dire, c'est un texte qu'il écrit en 26-28, et dans les années 2000, oui c'était ça, 2004, je retrouvais absolument le paysage que j'avais découvert par la marche, et la description que Benjamin faisait des quartiers nord de Marseille, ancien quartier industriel, je l'ai retrouvé dans le texte de Walter Benjamin. Et ça, pour moi, ça a été un choc considérable qui m'a amené à lire l'ensemble des textes sur Marseille et avoir l'idée à la fois, dans un premier temps, faire un film à partir de ces textes, et dans un second temps, avec Christine, à composer ce livre, dont une partie est un recueil des textes de Benjamin sur Marseille. Voilà. Si vous l'avez déjà vu. J'ai découvert, mais je me souviens, il y a longtemps, hein, je pense que c'est un petit peu dans les mêmes années que toi, puisque, si je me souviens bien, le recueil traduit par Maurice de Gandillac, L'homme, le langage, la culture, ça s'appelait. Ça, c'est la version poche. Quoi ? Ça, c'est la version poche. Ça, c'est la... Oui, alors comment s'appelait la première version ? Poésie et révolution. En deux volumes. Voilà, c'est ce... Poésie et révolution. Oui, ces deux textes suivis par aussi la version en petit de Noël, là, en poche, L'homme, le langage, la culture, qui indiquait pour moi une sorte de programme je cherchais toujours des alternatives à ce qui était ma formation de base. Donc, une de mes formations de base, ça a été Roland Barthes, dont j'ai suivi les séminaires, et La Chambre claire, donc c'est 1980, je pense. Ça correspond à un moment où, justement, je travaillais sur les photographies d'hystérique, et La Chambre claire, qui est un livre absolument magnifique, et en même temps qui replie toute l'émotion sur soi-même. Voilà. Et donc, Benjamin était une alternative à ce mouvement de resserrement sur soi et ouvrait vers quelque chose comme une science de la culture. C'était avant que je découvre l'œuvre de Aby Warburg, qui a développé ce qu'il appelait Kulturwissenschaft, une science de la culture. C'est pour ça aussi que j'interprète Warburg avec les yeux de Benjamin, si possible. Voilà. Mais voilà, c'était à une époque où je travaillais sur la photographie d'hystérique. Dans les crises d'hystérie, il y a un moment que Charcot appelle l'aura hystérica. Et donc j'étais tout à fait fasciné par ce rapport entre photographie, l'usage de la photographie pour le savoir, la mise en scène du savoir, le mensonge de cette mise en scène, le côté pathologique de cette mise en scène elle-même, et bien sûr la reproductibilité, puisque toutes ces photos étaient destinées à des publications. Voilà. Et donc c'était alors je dois vous dire qu'à l'époque, c'était pas à l'école des hautes études, hein. C'était pas du tout... Voilà. Ben, je constate déjà qu'il y a deux de nos lauréats ont découvert Benjamin à travers la question de la photographie. Hein, c'est intéressant ça. C'est une porte d'entrée que je n'aurais pas pensé. C'est intéressant. Bon, très bien. Alors nous allons avancer très vite. Alors je pense qu'on peut même passer aux 4 questions. Alors, ma deuxième, c'est en quoi cette découverte de Benjamin a changé votre vision de l'histoire ou de l'art ou du monde, hein? Alors, je réponds moi-même. La découverte de Benjamin, mais ce n'était pas par la photographie, c'était plutôt les thèses sur l'histoire. Ça a changé tout pour moi, hein, ma compréhension ou incompréhension de la religion, de la politique, de l'histoire, de tout. Hein. Il y a 2 moments, disons, dans mon petit itinéraire personnel, il y a un avant et l'autre après. Hein, Walter Benjamin. Voilà. Donc, je réponds à ma deuxième question, s'il vous plaît. À vous. Ok, deuxième petit récit. Rastelli, Le jour ou l'heure, que j'ai lu, que j'ai relu en entier, y cherchant le double fond, le rebond possible, et j'ai vu. J'ai vu la chambre au rideau tiré,
Joé Bousquet, immobile sur son lit, juste le visage et peut-être les mains pour accompagner la parole. Il dirigeait de ce lit les aspirations de la revue marseillaise, les Cahiers du Sud. Je voyais le comité de rédaction autour de ce grand blessé, fauché par la Première Guerre mondiale, son corps arrêté net, et là, dans ce lieu extrême, dans ce temps rallongé, je l'entends leur conseiller la création, dans les Cahiers du Sud, d'un feuilleton sur la ville, comme le faisait à Francfort Siegfried Kracauer dans la Frankfurter Zeitung. Il avait compris la proposition de Walter Benjamin en lisant son manuscrit Sens unique. Ce manuscrit, qu'il avait confié, lui, Walter Benjamin, à Ballard en septembre 1926. Ça ne me concerne peut-être pas directement dans la forme, mais c'est exactement ça, pour moi, pratiquer Walter Benjamin. Alors c'est une assez vaste question à laquelle j'aurais plusieurs réponses, mais peut-être 2 ou 3 rapides. Alors je vais encore parler de photographie. C'est peut-être un peu étrange parce que là on a écrit un livre avec Christine et moi j'ai parlé déjà en tant que photographe. En fait, je pratique la photographie, l'écriture. Et Christine, quand elle m'a proposé d'écrire ce livre, elle est venue chercher l'ancien étudiant en philosophie qu'elle avait rencontré 10 ans avant, et donc j'ai réendossé, peut-être pas l'habit du philosophe, c'est pas le cas, mais je suis revenu à ces textes, notamment via la traduction. Mais il y a un texte de Benjamin qui a compté pour ma manière d'envisager la photographie, c'est les descriptions qu'il fait des photographies de Jeanne Adjé. Ça, pour moi, ça a été très très important. Et notamment à cause d'une erreur de traduction de Maurice de Gandillac. C'est pas vraiment une erreur, c'est une interprétation qu'il fait du texte de Benjamin. Et donc ça rejoint mes préoccupations de traducteur, si je puis dire. Puisque Maurice de Gandillac avait traduit que Adjé décrivait, à travers ses photographies, le théâtre du crime. Alors Benjamin dit le lieu du crime, il ne dit pas le mot théâtre. Mais cette dimension de théâtralité, la photographie comme décrivant un espace dans lequel on peut chercher des indices, c'est quelque chose qui m'a amené à renverser complètement la manière dont je faisais des photographies. Soudain, j'ai pris du recul et j'ai commencé à m'intéresser à l'espace, au paysage, à la lisibilité des éléments qu'on rencontre dans une ville et qu'on peut avoir envie de souligner ou d'enregistrer. Deuxième chose, peut-être, j'allais dire plus sérieuse, je ne sais pas pourquoi, mais en réfléchissant un peu, je me suis dit qu'il y avait une chose qui m'avait quand même énormément marqué en découvrant Walter Benjamin par rapport à mon parcours étudiant en philosophie, encore une fois, c'est que c'est l'irruption de l'histoire dans le champ de la philosophie, qui est quelque chose pour moi qui manque terriblement à la philosophie, qui est souvent il y a des philosophies de l'histoire, depuis Vico, Kant, Nietzsche également, d'une autre manière. Il y a une histoire des idées qu'on apprend de manière très académique quand on est étudiant en philosophie, où les pensées s'enchaînent et se contredisent, complètement séparées de leur contexte historique. Et Walter Benjamin est un de ceux qui non seulement a écrit une philosophie de l'histoire, mais a pratiqué l'histoire, et de manière extrêmement concrète. Et alors ça, donner sa physionomie aux dates, c'est quelque chose qui, moi, à quoi je suis très attaché. Voilà. Et qui se retrouve, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Anne Roche, dans la manière dont on a conçu ce livre et retrouver d'où venaient les textes. Et ne pas, parce que c'est une œuvre qu'on a reçue à travers effectivement des livres de poche, des recueils qui ont été conçus après la mort de Walter Benjamin, mais réussir à retrouver le contexte dans lequel ils ont été écrits est très important. Mais j'aurais autre chose, je veux pas monopoliser, j'aurais autre chose à dire, mais peut-être que je vais vous passer la parole quand même, Georges. Non, parce que par rapport à cette idée-là, ce que je trouve intéressant, et je pense à l'exposé que nous a fait hier Nathalie Raoult sur l'exil de Benjamin, il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est que Benjamin, par sa vie même, qui est souvent très problématique, on est très embêté avec ça, la vie de Benjamin, mais par sa vie même, il nous invite à faire l'histoire. Et ça, c'est assez extraordinaire. Voilà. Bon, on pourra en discuter éventuellement.
Alors, je n'étais pas préparé à cette question, mais pour synthétiser, aller très vite, je dirais l'écriture. C'est une écriture. Alors, peut-être qu'on peut juste dire Denkbilder, image de pensée. C'est fantastique. C'est un mode d'écriture qui est extrêmement élaboré. C'est vraiment de la pensée, extrêmement critique, extrêmement dialectique, et en aucun cas utilisant les formes de la philosophie spéculative habituelle. Ça me convient totalement. C'est une écriture donc imaginative. Alors tout à l'heure, monsieur posait la question fantaisie, imagination. C'est une écriture imaginative. Prenez par exemple Enfance berlinoise. C'est pas du tout un type qui raconte sa fantaisie personnelle. C'est quelqu'un qui raconte qu'est-ce que c'est le monde vu par un enfant. C'est complètement différent. Il ne parle pas de lui. Il n'y a aucun narcissisme. Aucun. Par différence avec une énorme production littéraire française actuelle. Rien de tout ça. Il y a une modestie totale et il y a un regard pénétrant. Un regard... Et alors, je dirais que peut-être un texte qui m'a éclairé sur pourquoi j'aimais tant Benjamin, c'est le texte de Adorno, intitulé « L'essai comme forme », un texte qu'Adorno n'a jamais publié de son vivant, ce qui est un symptôme de quelque chose, et où, au fond, ce texte « L'essai comme forme » est un grand éloge de Benjamin, en tant que l'essai, c'est une pratique de la pensée qui utilise les images, qui utilise sa proximité avec les images, et Adorno va jusqu'à dire et qui est plus dialectique que la dialectique. Et ça, c'est Benjamin. Très bien. Alors, ma troisième question, qui est un peu proche, mais c'est vu sous un autre angle, c'est quel aspect de l'œuvre de Benjamin vous avez mis en avant dans vos écrits, dans vos écrits. Et je réponds, dans mon cas, c'était la pensée sur l'histoire, évidemment, et en particulier les rapports entre politique et théologie, ou entre messianisme et révolution. C'est ça que j'ai mis au centre de ma réflexion. À vous, s'il vous plaît. Merci. Troisième petit récit, pour essayer de répondre à la question de M. Louis. Sous la lampe, dans la salle de lecture des archives, alors traduction archives départementale, ville de Marseille, très beau bâtiment, en colère, très en colère. J'arrivais au fond de la boîte conservant les photographies du port. Toujours pas d'image avec des humains, mais où sont les travailleurs? Et d'un coup, ils sont là, en masse. La sirène a sonné, ils rentrent. Des femmes, avec long tablier, beaucoup. Des enfants, des hommes, vieux et jeunes. Ils marchent vite, toutes et tous en masse. Ils rentrent. Au dos, celle qui a vu, celle qui a su que Marseille est un port littéralement, comme le disait Walter Benjamin, celle qui cherche dans les ports d'Europe, je tenais une photographie inédite signée de Germaine Kroul. Et je savais la dater, 1926. Elle avait été là, à Marseille, cet été 26, sur le port et sur le pont transbordeur. Le musée Cantini garde certaines de ces photographies, et dans le cadre de la revue IDIS à Amsterdam, elle partage avec Moholy-Nagy et Walter Benjamin, et bien sûr Ernst Bloch, le sujet de la photographie. Ils pensent collectif. Voilà, c'est ma réponse sous forme de récit sur les aspects fondateurs. Ils pensent collectif. Mais c'est bien, parce que ça, j'ai pas besoin de leur dire, alors. Non, parce que quand Christine m'a proposé d'écrire... On va parler du livre avec Anne Roche tout à l'heure, alors on en reparlera, mais quand Christine m'a proposé d'écrire ce livre, donc je pensais que c'était un livre sur Walter Benjamin,
Et en fait, il s'agit du voyage et de la collaboration, ou de la rencontre à Marseille de Walter Benjamin, Ernst Bloch et Siegfried Kracauer. Donc autant dire 3 monuments ou monstres très proches dans la pensée, à la fois très proches et... Bon. Mais c'était important pour Christine, et ça l'est devenu pour moi, parce qu'il s'agissait d'aborder, de se tirer Benjamin de son isolement, et de montrer comment, de son vivant, il avait constamment travaillé avec un réseau de personnes, et qui n'était pas uniquement cette figure errante promis un triste destin, tragique destin. Et le deuxième point qui est propre à ce livre, c'est que Christine avait posé comme règle de ne s'intéresser qu'à l'année 1926. Donc le moment de leur rencontre. Rester vraiment au plus près de cette date et d'essayer de comprendre ce qui se passait là. Voilà, c'est là pour cette raison, elle m'a fait traduire la correspondance de Benjamin Kracauer et Bloch pendant l'année qui a précédé, qu'on n'a pas publié, c'était un très gros travail, pour essayer de comprendre vraiment ce qui les avait amenés là. Donc Benjamin avec d'autres, en dialogue avec d'autres, collectifs, et Benjamin en 1926, qui était une manière aussi de se détacher de son dernier passage à Marseille, qui est juste avant sa mort, et d'essayer de voir plutôt, de saisir ce moment inaugural où il commence à s'intéresser au présent. Mais on en reparlera. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Et c'est le Benjamin, observateur des villes, explorateur des villes, le flâneur Benjamin, et c'est donc celui des images de pensée également. Je suis très content que vous en ayez parlé parce que c'est fondamental. Donc comment il retranscrit ces expériences de flânerie dans des textes, dans des images qui portent un sens qui parvient jusqu'au lecteur. Alors ça, c'est la question que j'avais préparée, dont j'avais préparé la réponse. Elle demande il y a un développement plus, parce que il me semble avoir eu plusieurs vies avec Benjamin, c'est-à-dire que c'est un auteur inépuisable dans ce sens que quand tu le relis, il y a absolument quelque chose de nouveau qui t'arrive. Ça, ça vous le fait à vous aussi ? Oui, ça me le fait à moi. Voilà. Ouais. Faites gaffe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, tu les relis, tu retrouves ce que tu avais lu. Là, tu relis et il y a encore une autre porte qui s'ouvre. Donc, à chaque étape de mes différentes vies de recherche, Benjamin a occupé une place très importante. Donc, pour aller très très vite, toute cette réflexion d'abord sur la photographie, l'aura sur laquelle j'ai décidé de revenir tout à l'heure, de revisiter cette chose initiatique pour moi, qui a donné lieu à une façon, par exemple, de regarder l'art contemporain dans des termes qui étaient sur la question de l'échange des regards. Voilà. Un deuxième moment qui correspond pour moi à une vie en Italie, une vie d'historien de l'art de la Renaissance et du Moyen-Âge, c'était la question de la puissance des images. Donc la question du culte, c'était à une époque où je discutais beaucoup avec un grand historien de l'art allemand qui s'appelle Hans Belting et qui élaborait à cette époque son chef-d'œuvre qui s'appelle Bild und Kult, Images et culte, et qui est un livre où il n'y a pas une seule citation de Benjamin, mais qui est un livre totalement benjaminien. Plus tard, j'ai essayé d'élargir en quelque sorte de façon plus philosophique et épistémologique la question du rapport entre qu'est-ce que c'est être devant une image et qu'est-ce que c'est être devant l'histoire, et donc de voir qu'il y avait une constellation de penseurs, constellation d'ailleurs qui ressemble à la tienne d'une certaine façon. Il y a des auteurs différents, mais il y a une constellation de penseurs qui ont mis la question du temps au centre de leur façon de concevoir les images, et tout en même temps de concevoir le temps avec au centre la question de l'image, image dialectique par exemple. Donc ce sont Aby Warburg, Karl Einstein, c'est Sigmund Freud. On l'oublie tout le temps parce qu'il semble évident, mais c'est évident. Freud, ça passe toujours par des images, et les images sont toujours des espèces de gestes de temps, de quelque chose qui concerne le temps. C'est à cette époque
que dans le contexte où j'étais maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, et j'ai remarqué que l'école des Annales, la revue Les Annales, n'avait pas consacré la moindre ligne à Benjamin de l'année 1929, à la date à laquelle cette revue a été créée, jusqu'en l'an 2000. Voilà. Donc ce qui m'a posé quelques problèmes, parce que les historiens à l'école des hautes études sont majoritaires, et voilà, j'ai donc raté 3 fois l'habilitation. Ce qui est une façon aussi de pouvoir s'identifier quelque part avec Walter Benjamin. Donc finalement, j'étais très content. Oui. Dans un autre temps, Benjamin m'a fait complètement changer d'attitude vis-à-vis du mot lisible. J'avais commencé un peu ma réflexion critique sur l'histoire de l'art en critiquant la façon dont on rabattait toujours les images sur des choses lisibles. C'est Panofsky, c'est l'iconologie, c'est réduire les images à l'illustration d'un texte. Mais quand on lit Benjamin, on tombe sur un concept qui est celui de lisibilité, Lesbarkeit, et qui est totalement bouleversant. Lire ce qui n'est pas écrit, ce qui n'a pas été écrit, qui est d'ailleurs une citation du poète Hofmannsthal, qui m'a amené à réfléchir beaucoup, qui a complètement informé tout mon rapport aux études que j'ai pu faire autour de l'insurrection du ghetto de Varsovie, des choses comme ça, sur qu'est-ce que c'est qu'écrire le récit, qu'est-ce que c'est que témoigner. Voilà. Et je finis dans les choses beaucoup plus récentes, actuelles. Benjamin m'aide à comprendre ce que j'ai peut-être un peu dit rapidement hier, comment être antifasciste de façon poétique. Ça, c'est Benjamin il est un maître pour ça. Il y en a un autre, ça serait Federico García Lorca, puisque j'ai en face de moi, voilà. Mais voilà. Son représentant. Oui, c'est son représentant musical. Alors, ce que tu dis sur la revue des Annales me fait penser que ça serait intéressant que quelqu'un fasse une recherche sur la non-réception de Walter Benjamin. Hein. Et on pourrait commencer avec la publication de thèses en 1946, si je ne me trompe pas, ou 1947, par Pierre Missac dans la revue Le Temps moderne. Réaction, 0. Personne n'a pris connaissance de ce texte, publié dans une revue prestigieuse. Silence total pendant quelques dizaines d'années. Donc voilà, il y a un beau sujet d'étude pour un étudiant, qu'on pourrait dire, voilà, faites une maîtrise sur la non-réception de Walter Benjamin. Bon, mais maintenant j'arrive à ma dernière question. Vous avez un peu plus de temps pour répondre. Alors, en quoi Walter Benjamin vous semble actuel en 2021 ? Alors, je réponds moi aussi, permettez-moi. Il y a cette phrase de Benjamin que je cite tout le temps, qui est bon, les révolutions, c'est pas la locomotive de l'histoire, c'est l'humanité qui tire le frein d'urgence. Bon, et je trouve ça d'une actualité extraordinaire, parce que, à mon avis, nous sommes tous passagers d'un train qui est la civilisation capitaliste industrielle occidentale moderne, qui est un train suicide, qui va à une vitesse croissante vers un abîme qui s'appelle catastrophe écologique, changement climatique, etc. Et donc la tâche urgente, c'est de tirer le frein d'urgence. Voilà, à mon avis, l'actualité de Benjamin aujourd'hui. Mais voilà, on veut vous écouter, s'il vous plaît. Ok. Alors là, ça va être très difficile parce que je voudrais vous raconter un premier récit. Et puis, du coup, vu qu'il a parlé du train d'urgence et du frein à tirer, peut-être si j'ai un tout petit peu de temps après le tour, j'en ferai un autre. On verra. Ce jour-là, nous sommes en 2015. Et ce jour-là, nous étions tous et toutes dans le local à poubelle. Le local à poubelle de la tour d'habitation que nous habitons sur le cours Belzins à Marseille. Pourquoi nous étions dans le local à poubelle ? C'est à cause de la dame qui a parlé tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'on était là en train de chercher, j'ai beaucoup aimé ce petit bout de choses, donner la physionomie aux dates, le tout dans notre local à poubelle. Et pourquoi dans le local à poubelle? Parce que c'était le seul espace commun, accessible au grand public, sans gêner la circulation des autres personnes de l'immeuble, dans lequel on pouvait exposer. Donc nous étions dans le local à poubelle. Et pourquoi dans le local à poubelle de la tour du milieu? Simplement parce que, fin septembre 1926, Walter Benjamin était revenu à Marseille et il habitait dans l'hôtel du commerce et des négociants. Et que cet hôtel du commerce et des négociants était précisément au niveau du local à poubelle. Donc on était là, en train de gratter le sol de façon imagée. On se servait des archives, hein. Et on présentait ça dans le local à poubelle. Voilà. Et on essayait de trouver comment, dans l'épaisseur de la tabula rasa, dans laquelle étaient construites ces tours, sur un modèle de l'industrie de la construction, on pouvait, nous, habitant là, vivant là, trouver une justification, un être là, qui avait la possibilité de retrouver l'épaisseur de ce qui était caché. Et qu'est-ce que c'était que cette épaisseur? C'était pas seulement l'hôtel de Walter Benjamin, mais sous l'hôtel de Walter Benjamin, il y avait encore autre chose. Et ça, c'est vraiment la pratique benjamienne totale. Il y avait les rues de la Révolution de 1848. La révolution prolétarienne à Marseille, ça avait été énorme, parce que c'était les grands chantiers de construction dans la ville, sur la corniche, etc., ce qui s'était arrêté, tout le monde dans la rue, jetant les meubles depuis les fenêtres ou ayant volé les armes ailleurs. Et le gros de la panique bourgeoise marseillaise s'était cristallisé sur ces rues-là, parce que c'était là que les barricades, cette forme-là d'expression, s'était véritablement coagulée. Et il y avait eu des morts, il y avait eu des blessés, etc., etc. Et la troupe avait évidemment nettoyé l'ensemble. Mais ce qui avait nettoyé l'ensemble, ce n'était pas tant la troupe, c'est qu'après, il fallait faire disparaître les rues de la Révolution de 1848. Et ça, c'est fastoche. Vous détruisez le quartier. Et la destruction du quartier a commencé. Et c'est ça que tous les trois, ils se sont pris en pleine tête, si je puis me permettre, avec les pieds. Parce qu'ils parlent très bien des petits cailloux sous la semelle. Voilà. Ça, c'est pour tout à l'heure avec Anne Roche. Je ne vais pas plus loin, parce que sinon, elle va dire, quand même, c'est un peu exagéré. Fin du récit. Vous aviez une autre histoire. Racontez-nous. Vous la voulez? Oui. Alors, attendez, j'ai respiré un coup. En 2016, j'avais lu, pour ce livre-là, le collage rétrospectif de Siegfried Kracauer, qui s'intitule « L'ornement de la masse », écrit 3 ans avant de mourir. J'avais piqué une rage, là aussi, absolument terrible, parce que... il s'était carrément servi des textes de Walter Benjamin en ouverture du livre. Il ne disait rien sur le pourquoi de cet usage. Et il avait intitulé ça « Géométrie naturelle ». Qui pourrait imaginer naturel l'ovale de l'arène du premier texte, c'est la feria, ou bien le rectangle du vieux port dans le demi-cercle de son arène collinaire, ou le carré soulevé de la place de l'Observance, ou le treillis orthogonal du plan de la ville. Rien de naturel dans tout ça. Alors, pourquoi cet adjectif si employé, si critiqué aujourd'hui? Est-ce l'influence de Vinciane Després? Un rire m'a pris en découvrant que Walter Benjamin utilisait beaucoup le mot de nature au naturel quand il traquait le vivant. Pour vérifier, j'avais donc utilisé la machine à compter les mots. Dans le texte de Walter Benjamin qui s'intitule « Le narrateur », je ne sais pas si vous le connaissez, j'avais demandé toutes les présentations là, pour le mot « nature »,« naturel », et une forêt d'arbres touffus s'était dressée sous mes yeux.
Il y avait là le terrain solide du naturel, des événements naturels à l'homme, plus naturels que la psychologie, l'histoire de la nature, les causes naturelles, le déterminisme naturel, les temps où l'homme se croyait en résonance avec la nature sont révolus, la nature avec un N majuscule rassemblée autour de l'homme, la nature avec un N majuscule complice de l'homme libéré, attendez, j'ai pas fini, féeriquement ravi dans le sein de la nature, petit n, la voix de la nature, grand N, enfin, s'approcher la morale du récit, son talent naturel et de pouvoir narrer sa vie. Voilà. C'est pour votre train. Bon, bah c'est bien que tu puisses raconter les deux histoires, parce que moi c'est une question, après tout ce qui s'est dit pendant la journée d'hier et ce matin, je trouve que c'est très difficile de répondre à la question de l'actualité de Walter Benjamin, parce que c'est comme si on n'avait pas à la démontrer, quoi. Elle est là sans cesse dans les relectures de Walter Benjamin, on entend notre époque qui résonne. Et dans ce que je me retrouve entièrement dans ce que vous venez de dire, je ne saurais pas quoi dire de mieux le dire ou quoi dire de plus, mais je sais que moi, dans mes premières lectures de Walter Benjamin, j'étais assez opposé à l'idée d'un Benjamin prophète qui annoncerait une catastrophe à venir. Voilà. Et parce que je me disais, non, c'est pas un prophète. Parce que de dire que c'est un prophète, c'est que ce serait quelqu'un qui aurait une vision exceptionnelle, et ça dédouane les autres de ne pas regarder autour d'eux. Et en fait, Benjamin est quelqu'un qui a traversé des situations, qui a fait des expériences, et l'époque qu'il a décrite est encore la nôtre. Même si la sienne est prise entre les taux de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, et tout ce qui va avec, et qu'une époque aussi politiquement très particulière, avec un langage très particulier, qui demande peut-être aujourd'hui une relecture pour la comprendre et la transmettre. Mais je pense que l'état d'exception dont il parle, l'esthétisation de la politique, l'idéologie du progrès qui peut aujourd'hui prendre la forme de l'innovation ou de la croissance, ou de prendre emprunter un autre vocabulaire, je pense que ce sont des choses qui tissent entièrement notre époque et dont il est... j'allais dire urgent, mais je voudrais pas... avec lesquels il faut qu'on s'affronte de manière critique. Et voilà, on n'est pas sorti de cette affaire-là. Et comme il le disait lui-même dans ce texte extraordinaire qui s'appelle Voyage à travers l'inflation allemande, qu'il écrit en 1923, si je me souviens bien, au moment de la crise d'inflation en Allemagne, la catastrophe, c'est que les choses continuent ainsi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment observer ce qui se déroule autour de nous et saisir les dangers qui nous menacent et savoir y répondre. Bon. Je me permets un petit commentaire sur votre commentaire. Et je suis tout à fait d'accord que Benjamin, ce n'est pas quelqu'un qui a prévu l'avenir, c'est pas ça. Mais j'utilise le terme prophète, mais dans le sens de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le prophète juif, ce n'est pas quelqu'un qui prévoit, mais quelqu'un qui lance un avertissement. Si on ne change pas de chemin, des catastrophes vont arriver. Hein? Et je pense que c'est ça l'esprit prophétique, entre guillemets, chez Benjamin. Donc il parle du présent, en réalité, mais il dit, voilà ce qui peut arriver si on essaie de prendre un autre chemin. Voilà. Georges. Eh bien, j'allais faire exactement la même remarque. Parce qu'en effet, par exemple, en grec, il y a deux mots. Il y a mantis et il y a prophétès. Mantis, c'est un fonctionnaire du pouvoir qui est payé pour prédire l'avenir. En particulier, en Mésopotamie, on ouvre un mouton, on essaye de lire son foie et de voir si demain le roi va gagner la bataille ou pas. Ça, c'est les devins. Et alors, l'acception actuelle du mot prophète est totalement erronée. Un prophète, ce n'est pas, je répète ce que vient de dire Michael, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir en aucun cas, c'est quelqu'un qui est averti. Alors donc, pour répondre à ta question, je reviens sur ce que tu as dit toi, Michael, le frein d'urgence. C'est ça le prophète, c'est le type qui crie contre le pouvoir sacerdotal, contre le pouvoir politique, il crie au peuple, attention, il faut... Voilà. Alors, l'actualité de Benjamin, c'est le frein d'urgence, mais le frein d'urgence,
Je dirais, pour jouer sur les mots, c'est l'inactualité. C'est-à-dire 1848, 1870, Rosa Luxembourg. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, vous voyez pas. Non, Le frein, sans blaguer. le frein d'urgence, c'est l'importance de la mémoire et de l'histoire dans les questions de l'actualité. C'est ça le frein d'urgence. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas, en fait, tout simplement, il n'y a pas de désir. Ça, c'est ce que Freud dit. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de désir. Qu'est-ce que c'est le désir? Donc le désir, je vais continuer ton image. Tu appuies, et ben, le train s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu descends du train. Tu as envie de descendre du train. Et tu as envie de ne pas suivre les rails. C'est ça le désir. C'est ça l'actualité. L'actualité, c'est de freiner pour un désir. Mais alors le problème, il y a une phrase magnifique de Kafka qui dit tu es angoissé, tu es désorienté, c'est parce que tu es libre. Et c'est très dur d'être libre. Tu descends du train, et après, tu vas où? C'est ça la difficulté, c'est de trouver une forme et une direction à notre désir. Et on revient à la grande question philosophique, qu'est-ce que s'orienter dans le désir? Merci, parce que ça me permet de rattraper la bourde de tout à l'heure sur l'expression que j'ai employée, sens de l'histoire. Parce qu'effectivement, quand on dit sens de l'histoire, on l'entend en sens marxiste et l'idée du progrès. Donc, moi, je voulais parler de signification. Mais chez Benjamin, il est beaucoup question de s'orienter, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'il discute à partir des textes de Bloch, notamment. Voilà, comment s'orienter. Et c'est pas la même chose que de s'orienter vers le progrès, enfin d'aller vers l'idée d'un progrès ou d'une téléologie, mais comment s'orienter, oui. Avant eux, il y a quelqu'un qui a eu une théorie de l'orientation, c'est Aby Warburg. Aby Warburg a fait toute son anthropologie des images à partir de l'idée de orientation. Comment on s'oriente et comment il y a des polarités. Tu vas ici, tu vas là, voilà. Et c'est pas un hasard que si Benjamin désirait intégrer l'équipe d'Aby Warburg, c'est pas du tout un hasard. Si je peux ajouter autre chose, un peu dans l'essence de ce que tu as dit, Benjamin est celui qui dit il faut arrêter les trains, et Ernst Bloch, c'est quelqu'un qui dit voilà une oasis qu'on peut atteindre en sortant du train, mais il faudra marcher dans le désert. Bon. Ben, on a encore 2 minutes et 30 secondes. Si quelqu'un veut poser une question au lauréat, c'est l'occasion ou jamais. Bon, moi, je vais poser une question. Et pourquoi Martine Derain, qui est la 3e personne de ce livre, n'a pas voulu venir jusqu'à la table? Non, tout à l'heure. Non, je voulais pas venir parce que je voulais vous entendre, en fait. Et moi, j'ai peu à dire. Je n'ai pas passé ma vie avec Walter Benjamin. C'est ce que vous faites tous ou que j'écoute. Presque toute votre vie déjà avec lui. Et j'avais pas cette arrogance-là. Voilà. Après, je savais que... pas la vôtre, la mienne, de venir parler alors que je n'ai pas passé ma vie. Donc après, je vous rejoins avec Anne Roche. Parce que là, je pense que peut-être il y a des choses que je pourrais dire. Peut-être. Bon, ben écoutez, je pense que oui, on est tout à fait dans les temps. Ah, il y a une question. Bon, une question, allez-y. Est-ce qu'il y a une dame? Priorité aux femmes. Michel, vas-y. Je voulais simplement ajouter quelque chose à ce que vous dites tous les trois. Et je suis complètement d'accord avec vous deux, Michael et Georges, sur la question du prophète. Et la liberté, c'est le doute. Mais pour essayer de s'orienter, et il a parfaitement raison, Georges, c'est Warburg qui le dit, il faut aussi, me semble-t-il, c'est là où l'histoire à rebours a un sens. Il faut faire briller le vrai visage de l'histoire, aller dans le sens de la brillance de l'histoire. Ce n'est pas exactement les mots, mais qu'importe. Et donc, pour faire reluire l'histoire dans le bon sens du poil, ça implique justement
de se servir de cette remémoration à la Proust et essayer de retrouver le sens réel de la liberté. Il est d'autant que ce sens réel, donc signification de la liberté, est doublement malmené, à la fois par les institutions, par le pouvoir, et d'autre part par un certain nombre de contestataires qui confondent la liberté de soi avec la liberté de tous et donc la liberté de l'autre. Et de ce point de vue, on a un rôle absolument considérable pour faire en quelque sorte illuminer le brillant de l'histoire qui a été totalement oublié. Et là, c'est le seul moyen pour se diriger. Et là, je suis complètement d'accord avec vous sur la question du prophète. Tout d'un coup, je me dis, tiens, on a vraiment un rôle à jouer, tous, à ce moment. Et pas en passant sa vie avec Benjamin, en passant sa vie avec aussi l'actualité on ne peut plus intéressante, qui est profondément benjaminienne. C'était ce que je voulais ajouter pour éviter de partir sur une note pessimiste. Merci. Merci Michel. Merci Michael. Merci.